Oui, bonjour à tous. Donc, vous voyez bien que la situation se dégrade. On le constate tous sur le terrain, nous agriculteurs, avec tous les coups de fil qu'on a d'agriculteurs en difficulté. Dans tous les départements, hein, il n'y a pas beaucoup de, maintenant, on disait la viticulture, mais céréales, bon, malgré, vous avez vu à des moments donnés, si on prend les 18 derniers mois, même les 3 dernières années, où il y a pu avoir des hausses par moment du prix de l'agneau ou du prix du lait, mais je lui ai bien dit des hausses de prix ou de la viande bovine. Mais une hausse de prix, c'est pas une marge. Donc vous voyez ce que je vous avais dit, remonter 1 an, 2 ans en arrière, ce que je vous avais dit. Tant qu'il n'y aura pas des prix adossés à des coûts de production, une gestion des volumes et un changement de modèle, sécheresse ou pas sécheresse, dès qu'il fait chaud, tout le monde se plaint, mais le problème, le climat, on va pas aller contre, hein. Le problème, c'est que notre modèle économique agricole n'est pas adapté à 2026. Le virage aurait fallu le prendre sûrement en 92, donc vous voyez un peu le retard qu'on a. Fallait aller sur un autre modèle que ça. Et là, on voit bien que ça s'enfonce, on s'enfonce, et on est vraiment dans la ligne directrice où il est possible, si rien ne se passe, qu'on reste, allez, on va dire entre 100 et 120 000 agriculteurs en France. C'est la triste réalité. S'il n'y a pas de virage de prix rapidement et un changement de modèle. Alors, ces thèmes d'actualité, c'est toujours les mêmes. Je remercie Paul, tu m'as envoyé un courrier, Paul du 67. On marche vraiment sur la tête. C'est le slogan repris par la FNSEA. Bon. Les mêmes personnes, Copa-Cogeca, c'est la branche FNSEA au niveau européen, pardon, qui signent les importations et qui nous font une concurrence déloyale, qui nous demandent de produire toujours plus à des prix en dessous de nos coûts de production pour être compétitifs à l'export, demandent à leurs exploités agricoles, paysans français, de manifester afin d'utiliser encore plus d'engrais. Ils nous proposent tout simplement de ne plus acheter, de ne pas laisser rentrer en France des trucs qui sont pas aux mêmes normes que nous, mais surtout, ils nous demandent de produire plus. C'est le sens de la loi du plomb. Faire les grands élevages, faire des bassines, irriguer davantage, produire plus. Mais produire plus pour faire quoi? C'est impossible de produire plus par rapport à nos concurrents. Et alors, dans le même temps, mais c'est lié à l'actualité, j'avais dans mon département, ils le font dans tous les départements, des visites d'exploitation. Alors là, porte ouverte, reprise, atelier lapin. Alors là, ils ont un sacré culot, hein. Euh, et si vous deveniez éleveur de lapins. Donc ils ont été dans une exploitation, bâtiment naisseur-engraisseur, 530 femelles, production 3700 lapins vendus toutes les 6 semaines. Venez aux portes ouvertes découvrir l'élevage, etc., etc. Alors ça, je peux vous dire que l'arnaque continue pour piéger des petits soldats. Et pour que le système y tienne, faut les petits soldats et faut les soldats de réserve, hein. N'oubliez jamais, les soldats de réserve, c'est les dermatos, c'est les retraités qui travaillent pour la peau. Parce que dans les exploitations, quand les soldats de réserve n'ont plus la santé, qui partent définitivement à la retraite ou qui sont décédés, parce que beaucoup travaillent jusqu'à la mort, quand les soldats de réserve sont morts, hommes et femmes, hein, je parle des parents bien entendu, comme ils font l'équivalent d'un équivalent temps plein, voire des fois deux équivalents temps plein, eh bien là on découvre que l'élevage de lapins, de cochons, de porcs, de canards ou de lait, il n'est pas rentable. Il y a longtemps qu'il n'était pas rentable. Simplement, il y avait des petits soldats et des soldats de réserve. Donc on va quand même, pour votre information, dans le lapin, ça s'effondre, hein, les volumes. Les gens, ceux qui ont compris, ils veulent plus être petits soldats. Ils veulent plus être esclaves. Ils veulent plus être des exploités agricoles. D'accord? Donc, il y a des abattoirs, c'est commencé autour de chez moi, qui reprennent des élevages. Alors, ils vont essayer de garder des paysans dedans, parce qu'un paysan, ça coûte moins cher. Comprenez? Lui, il va travailler tous les jours, il va rien demander, il va fermer sa gueule, il dira rien en assemblée générale. Aux assemblées générales, il va venir pour le repas du midi. Vous savez, on offre un bon repas le midi, un repas copieux. On a l'apéro, on a tout. J'ai participé à ça. Alors, les paysans ont jamais pensé que le repas, c'était eux qui se le payaient, mais bon, c'est juste une remarque. Donc, ils reprennent des élevages, des abattoirs. Ça existe maintenant dans beaucoup de productions hors sol, en peur ou autre, où ils vont garder l'exploitant qui va être en faillite ou qui va avoir du mal à s'installer. Ils vont le garder dans l'élevage comme manœuvre, exploitant agricole. Ou des salariés, mais des salariés,
Ils ont déjà fait le calcul que 2 salariés temps plein, c'est 2 fois 5 heures. Ça fait l'équivalent d'un exploitant qui est tout seul, qui surveille tous les jours de l'année. Donc, ils ont vu que là, économiquement, ça allait poser un problème. Alors, autrement, il y a la solution des travailleurs bulgares, souvent bulgares, mais étrangers, on va dire, parce qu'ils les payent au SMIC, mais ils leur font faire des heures déconsidérées. Ou alors, s'ils restent avec des formules salariées, ils le font déjà avec nous, nous paysans petits soldats, ils vont doubler les volumes, toujours doubler les volumes. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'occupait, mettons, de 3000 mètres carrés de volaille, eh ben, ils vont essayer que le salarié, il en fasse 6000 ou 7000 à lui tout seul. Vous voyez? Hein? Économie d'échelle pour eux, hein, pas pour nous. Donc, bien sûr que les propositions, on est en train de les mettre sur la table parce que vous savez que tout le monde va partir à 100 à l'heure à partir de septembre là, sur la campagne présidentielle. Et donc, il sera question quand même un peu d'agriculture parce qu'il se pourrait que le thème qui se déclenche dans l'hiver, ça soit le thème, pardon, de l'alimentation. D'accord? La situation alimentaire de la France. Parce que sans alimentation, il n'y a pas d'armement, il n'y a pas de pompiers, il n'y a rien. Donc, la souveraineté alimentaire, j'appellerais ça plutôt l'arme alimentaire. Si on est nourri de plus en plus par l'extérieur, on est déjà autour de 30%, mais si on monte à 50%, la dépendance, ça va être importante. Et là, ça va fragiliser le pays. Donc, c'est dangereux. Donc, mettre en œuvre des modèles, ben, il y en a plein, hein. Je vous reprendrai qu'un exemple pour finir ma vidéo. Je vous ai parlé qu'on pouvait en mettre en place des leviers pour bifurquer sur un autre modèle agricole et utiliser, comme le fait l'État pour dans d'autres domaines, hein, il y a plus de 6 000 milliards d'euros d'épargne des Français. Dans ces 6 000 milliards d'euros, d'après les notes du Trésor, il y a 4 euros qui financent les entreprises, seulement 4 euros, 3 euros qui financent les obligations d'État, là donc la dette publique, hein, 2 servent aux prêts immobiliers et les crédits, et un reste en trésorerie dans les banques. Et ben vous voyez, les 3 euros qui financent la dette de la France, hein, ça c'est des choses qu'on peut résoudre, c'est des décisions politiques qui peuvent se prendre très rapidement s'il y a un changement de gouvernement, de majorité, et que des gens décident à partir d'aujourd'hui qu'on reprend en main notre destin et qu'on met en place une banque nationale publique, pas une banque indépendante, parce qu'une banque indépendante, voyez par le mot indépendant, soumis au marché financier. On arrête, on fait une loi, on stoppe tout de suite tout appel aux investisseurs étrangers pour financer notre dette, on n'en a pas besoin. Une banque nationale publique et on réutilise ce qui fonctionnait très bien avant. Le circuit du trésor, pour ceux qui connaissent comment ça fonctionnait, le circuit du trésor, où les entreprises nationalisées et les collectivités, il y avait un pool qui était regroupé de trésoreries sur toute la France qui servait à nous autofinancer. Donc, ces trois euros là, ça représente quand même 180 milliards d'euros sur les 6 000 milliards d'euros. Avec ces 180 milliards d'euros, plutôt que de donner, hein, aux étrangers un intérêt alors qu'on peut se financer nous-mêmes, et on fonctionnait comme ça avant. Parce que la mondialisation, la financiarisation de l'économie, ça n'existe pas depuis Jésus-Christ, hein. Avant, ça n'existe pas, ça. On est parti dans ce modèle-là. Mais avant, la Banque de France, on se finançait nous-mêmes. Rappelez-vous comment a été financé le canal du Rhône, etc. On n'a pas fait appel aux investisseurs étrangers. On avait des leviers avec la Banque de France et le circuit du Trésor. Donc, il faut changer le modèle, revenir sur des prix de souveraineté nationale, développer évidemment le local au maximum, avec toutes les plateformes qui existent. Nous, on met en relation avec tous les gens qui travaillent sur le terrain, SOS Mer ou d'autres, hein, il y en a plein, hein, qui travaillent sur le terrain. Ça, c'est le boulot des gens pour communiquer avec les consommateurs. Voilà. Les consommateurs, ils peuvent nous contacter. On les dirige vers les gens que nous, on connaît, qui aujourd'hui commercialisent déjà dans nos communes ou dans nos départements. Voilà. Et puis ceux qui veulent s'y mettre, eh ben voilà, c'est tout simple, hein. Faut revenir directement dans l'exploitation quand c'est possible. Voilà. Et puis après, développer tout ce qui existe déjà, les AMAP et tout. Il y a beaucoup de gens qui ont démarré ça.
Et dans certains endroits, ça fonctionne. Voilà. Pas toujours, mais ça fonctionne. Parce que c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'engagement, beaucoup de communication, beaucoup de travail pour ceux dans les exploitations qui font ça. Lorsqu'il y a transformation, il faut souvent un peu plus de main-d'œuvre, mais globalement, quand on fait une analyse, quand même, le jeu en vaut la chandelle. Tous ceux qui ont fait ça, avec des exploitations bien sûr plus petites, ils regrettent pas. Mais ça mérite toute une organisation, toute une réflexion sur les investissements, sur le temps de travail, sur les attentes, hein, des paysans. Il y en a qui sont pas du tout faits pour ça, qui aiment pas la commercialisation, qui aiment pas le contact avec les consommateurs. Ceux qui aiment pas le contact avec les consommateurs et la commercialisation, ben bien entendu, faut pas le faire. Voilà. Mais tout ça pour dire que si on reste dans le schéma qu'on est là, je l'ai déjà dit, et je pense qu'il va se prendre un virage et ça se rapproche assez rapidement parce que de toute façon, ça ne pourra pas continuer comme ça. On voit les dossiers qui arrivent chaque jour d'agriculteurs en difficulté, ça ne pourra pas continuer comme ça. C'est pas possible qu'il y ait un effondrement généralisé comme ça. Parce que avant, on avait toujours, on trouvait des excuses, on disait ouais le gars il est pas bon techniquement, il travaille mal, il a trop investi, ça on l'a beaucoup entendu. Ça veut dire quoi trop investi? Quand on voit nos partenaires autour de nous, les outils qu'ils ont, modernes et tout, tout est carrelé, tout est bitumé, tout est aux normes, ils ont des salariés, ils se relayent, ils prennent des intérimaires, ça veut dire quoi trop investir? On n'a pas le droit d'avoir des exploitations modernes, nous, goudronnées, bitumées, on n'a pas le droit d'avoir des fermes modernes, mais si on a le droit. Simplement, il faut qu'on reprenne la valeur constatée de cette filière qui nous échappe, il faut qu'elle revienne dans les poches du paysan. Tant qu'on récupérera pas de rémunération, tout ce que va vouloir faire Laurent Duplon ou d'autres, hein, c'est peine perdue. Avant lui, il y en a qui l'ont fait, c'est peine perdue. Et la solution, je terminerai par là, lorsqu'on va prendre ce virage, parce qu'il faudra le prendre, ça peut être donc accompagné par des aides d'État, des subventions. Je dis bien accompagné, pour bifurquer sur 3 à 5 ans le temps de faire cette transition. Mais le mot subvention n'est pas la solution. C'est pas par les subventions qu'on va s'en sortir. On va s'en sortir en reprenant notre facture et en facturant la juste valeur de notre travail. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est pas par les subventions. À partir du moment qu'on a des subventions, ça fausse toutes les données. Vous le voyez bien, de toute façon, hein. Dès qu'on a eu la PAC et tout, dès qu'il y a des subventions pour faire des plans d'eau, dès qu'il y a des subventions pour acheter du matériel, vous voyez ce qui se passe. C'est celui qui va vendre le matériel ou celui qui va venir monter le bâtiment qui va récupérer la subvention. Vous avez compris. Ça, on l'a compris, on a l'expérience, on a du recul maintenant. On voit ce qu'on a fait depuis les premières mises aux normes. Vous voyez? Quand on a fait les premières mises aux normes, rappelez-vous, les premiers en 95, les gros élevages, parce que c'était au nombre du GB, hein, eh ben, réfléchissez bien. Si la politique, à ce moment-là, on nous avait dit, on vous donne zéro subvention. Zéro. Vous vous mettez aux normes. Par contre, on met des prix rémunérateurs à hauteur des coûts de production avec une gestion des volumes. On n'avait pas besoin de tout cet administratif, toutes ces usines à gaz pour remplir nos documents et ça continue encore. On n'avait pas besoin de ça. On avait juste besoin d'un prix pour vivre dignement. Et on est rentré dans l'engrenage, bien sûr, de Maastricht et de tout ça. Et cet engrenage-là, il est mortifère. Donc, on va en sortir. De toute façon, c'est sûr. Quand, je sais pas. Dans quel état, je sais pas. Mais c'est sûr qu'on va en sortir parce que ça ne pourra pas tenir. Ça ne pourra pas tenir. Je vous remercie. À bientôt.